Allez, c'est la nouvelle année, les vacances sont terminées, c'est le retour de la bande AJM à l'Arrobase, au Casino Batelière Plaza pour toute l'année 2024. On peut s'applaudir si vous êtes d'accord. Merci à vous, ça fait plaisir. Meilleurs vœux donc à tout notre public ici et dans la radio. Vous les attendiez, elles et ils sont de retour, nos chroniqueuses et nos chroniqueurs sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur gtmac.fr. Je veux parler de Orlan, qu'on applaudit bien fort, qui n'est pas avec nous ce soir mais qui revient bientôt. Andrea Tufano. Bonsoir tout le monde. Merci à toi. Yona Namrit, juste après. Bonsoir. Voilà. Éléonore Théodose, qui n'est pas là ce soir, qui sera là bientôt. Dany Lemouliec, Jimmy Tomer, Éric Rouget, qui est là ce soir. Bonsoir. On peut l'applaudir bien fort. Et voici poindre un petit nouveau, Nicolas Aron, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir. Tout ce petit monde sera drivé donc par le boss, celui qui a postulé pour l'élection de Mister Muscle France 2024 et honteusement refusé à la présélection. C'était à cause des cheveux, ça. Je vous demande d'ailleurs de signer la pétition en ligne. JM de la bande AJM refusé à Monsieur Muscle, c'est incroyable. Et oui, c'est arrivé en France, et en Martinique. On se demande pourquoi. Moi, j'ai voté pour toi. Ouais, tu as voté pour moi? Oui, tu m'as vu torse nu aussi, donc à la plage, je veux dire, à la plage. On ne veut pas savoir. Ou d'autres. Bon, en tout cas, j'ai été refusé. Non, franchement, j'ai des boules. Mais bon, voilà. Allez, on remercie nos partenaires. Donc, merci à nos fidèles partenaires, justement, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique, Géo Magazine, l'Arrobase, le restaurant Dîner-Spectacle du Casino Batelière Plaza. Merci à toute l'équipe de Maxi Martinique présente ce soir, ici, pour assister à notre émission. Ils sont là, ils font du bruit. Sans eux, pas d'émission. Bravo. Bon, mais en plus, ils font vraiment du bruit, quoi. Bon. Je vous demande de vous arrêter. Ça rappelle quelque chose, non? Donc voilà, merci à eux en tout cas, et on remercie toute l'équipe commerciale de Caraïbes Avenue, et Lita bien sûr, qui travaille avec nous chaque jour. Et donc merci d'être là, et ça nous fait plaisir de vous avoir. Et venez tous les mardis, tous les 15 jours, ça serait bien. Et oui, donc un mardi sur deux, vous pouvez assister à notre émission devant une très belle assiette concoctée par le chef de l'Arrobase, chef belge Alain Trénois. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique. Merci, ils sont là, ils font du bruit, on les entend. Ce lieu magique où presque chaque soir il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous donc sur le site www.casinobatelièreplaza.com. Après le papa, je demande le fils. Ce soir, JM reçoit Guy-Marc Vedle, sans doute le pianiste le plus doué de sa génération. Et nous allons découvrir que si le jazz est son ADN, il s'autorise à franchir toutes les frontières de son art musical, et pas seulement, puisque c'est un artiste complet. Il nous a prouvé, grâce à son intervention tout à l'heure, sa prestation, et grâce à ce piano magique, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si c'est les doigts qui sont magiques ou le piano, ou si c'est les deux. Peut-être un peu les deux. On verra. En tout cas, on s'est rendu compte que c'est un artiste complet, véritablement complet, un véritable chanteur. Et Laetitia, si tu as un mot à dire, non ou pas? Justement, en fait, c'est ce que l'on est en train de mettre en marche, puisque Guy-Marc avait cette image de pianiste jazz, et on l'avait un peu ancré dans ça, et dans cette image, et justement, on est en train de le faire naître comme un artiste complet, et sur d'autres univers musicaux aussi. Eh ben, c'est juste génial, et on va lui laisser la parole dans un instant. Dans cette émission, on retrouvera avec plaisir Andrea qui nous recentrera sur notre métier de base. Exactement, l'automobile. Et oui, c'est un peu son rôle. Petit peu, c'est un petit peu de recadrer un petit peu quand ça part un peu dans tous les sens. Exactement, donc on va retourner un petit peu sur le secteur automoto, même si on posera 2-3 questions aussi sur ce domaine à notre artiste. Et puis, un peu plus tard, Yona Namrit recevra donc Ulrich Floral, le président de l'association Le Cercle des Hommes, espace de parole et de soutien masculin. C'est intéressant ça aussi. Ah, à découvrir, hein. On connaissait beaucoup les cercles de femmes, en fait, mais moi, j'avais pas connaissance de cercles de mecs qui pouvaient discuter entre eux. Ils parlent de quoi, en fait? Ils parlent des femmes, en fait. On va s'inscrire? Ils parlent des femmes. C'est ça? Non, pas que. Il y a d'autres sujets. Bon, on va voir tout ça ensemble. Bien sûr, on plaisantait un petit peu, on verra tout à l'heure, avec plaisir. Eh bien, est-ce que tout le monde est d'accord sur le planning? Oui?
Tout va bien de l'émission? Ça Oui, vous va? oui, c'est pas mal. Bon, bah super. Alors, si vous êtes d'accord, on se tourne vers quelqu'un que j'apprécie particulièrement, Guy-Marc Wadeleu. Sur la biographie, ça marquait le piano libre. Alors, ça veut dire quoi, le piano libre? Ben, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, le piano libre? Ben, pour moi, le piano libre, c'est déjà une extension de moi-même, au fait. C'est-à-dire que le piano, souvent Laetitia m'embête, elle me dit tu te caches derrière ton piano, mais au fait, c'est pas que je me cache derrière le piano, c'est qu'il fait partie de moi, au fait. Donc quand tu hésitais tout à l'heure entre les doigts et le piano, c'est exactement ça. Les gens, quand ils me voient jouer, ils ont l'impression que mes doigts sont dans le piano. C'est une continuité. Que ça fait partie de... Donc effectivement, je me suis toujours, comme je suis perfectionniste, toujours présenté comme pianiste, parce que c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai travaillé. Et le chant, je l'ai travaillé à côté, en fait. Donc dans tout mon parcours, j'ai toujours chanté, au fait. C'est ça. Et maintenant, je l'affirme avec autant de poids que je suis pianiste, que je suis aussi un chanteur. Oui, puis je dirais que c'est une extension naturelle, je dirais, une fois qu'on a... Je pense que le chant, c'est pareil, au fait. Voilà. Les deux, c'est pareil. Parce que le chant est venu automatiquement... alors, si je dois raconter un peu mon histoire, je sors de Cuba, des études de Cuba. Et donc, j'ai fait l'Institut supérieur de l'art de la Havane. Et le premier boulot que je trouve quand je rentre en Martinique, c'est de remplacer un pianiste qui travaillait tous les mercredis soirs à l'hôtel Bakwa. D'accord. Donc j'ai travaillé tous les mercredis soirs à l'hôtel Bakwa pendant une dizaine d'années à peu près. D'accord, ouais, donc ça fait quand même... Voilà, donc c'est en faisant ça, parce qu'en fait je remplaçais donc que le pianiste qui était au piano acoustique, mais ce qui s'est passé c'est que le piano n'était plus bon. Donc il fallait mettre un autre, il fallait trouver quelque chose. Donc moi j'ai mis un piano électrique et comme ce n'est pas le même visuel, ça n'a pas le même cachet, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Donc je me suis dit ça faisait vraiment pauvre, donc pourquoi pas chanter. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à chanter et à m'accompagner en même temps. Voilà. Alors bien sûr on va parler de tout ça, hein. On a le temps pour le faire, hein, parce qu'on te reçoit pendant un petit bout de temps. Mais bon alors bien sûr quand on parle de toi, évidemment on est obligé de penser à Guy Wadeleu, ton papa. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais donc on a bien compris que t'es tombé dedans en fait dès le départ. On est d'accord ou pas? Complètement. Bon, dans la musique. Et qu'est-ce qui fait que tu pars sur le piano particulièrement? Tu aurais pu partir dans la chanson classique comme ton père. Oui, c'est vrai. Alors, c'est compliqué. Mais déjà, le piano, parce que c'est le seul instrument qui était dans la maison. Moi, j'ai commencé à jouer au piano, j'avais 5 ans. D'accord. Tu vois? Donc, bébé, je m'amusais déjà à reconnaître les instruments. Enfin, bon, voilà, c'est ma maman qui m'a raconté ça. Et je suis allé tout seul au piano. En fait, ça a été instinctif. Personne ne m'a dit, tu veux jouer au piano. J'ai commencé à jouer tout seul. Je suis un autodidacte. Bon, j'avais la chance d'avoir mon papa à côté de moi, donc Guy Wadeleu. Le truc, c'est que mon papa n'est pas pianiste. C'était son rêve d'être pianiste. C'est pour ça qu'on avait un piano à la maison, mais lui, à son époque, il n'avait pas la chance d'avoir un piano à la maison. C'est ça. Donc, voilà. D'accord. Donc, en quelque part, je réalisais aussi son rêve à travers moi. Ouais. Mais j'ai vraiment appris tout seul, au fait. Et après, c'est après que j'ai rencontré des professeurs qui m'ont aidé. Mais effectivement, oui, je suis tombé dedans. Et ma maman, qui est vraiment une pièce maîtresse, parce qu'on parle beaucoup de mon papa, et ma maman... c'est tout pour moi aussi, parce qu'en fait, et tout pour mon papa, parce qu'elle est derrière nous, c'est elle la chorégraphe, c'est elle qui monte les spectacles, c'est elle qui écrit les textes, que ce soit pour mon papa, que ce soit pour moi. J'ai eu la chance d'avoir ces deux parents-là qui m'ont donné, nourri vraiment dans cet univers-là. Voilà. Et donc, à cette époque-là, une première chanson. Et chose extra. Alors, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est incroyable mais vrai, parce que ça paraît aux antipodes de ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. Mais tu fais une première chanson, c'est Madonna. Non. 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 J'ai cru. Ma première chanson, non. Ma première chanson, ça s'appelle L'eau à la bouche. D'accord. L'eau à la bouche. D'accord. L'eau à la bouche. Et c'est un titre que j'ai composé, j'avais 14 ans. Ouais. Donc alors on va dire 15 ans, j'étais en seconde. Ouais. D'ailleurs, mes profs me disaient, monsieur Wadeleu, au lieu d'apprendre vos leçons, vous passez à la télé. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai commencé comme... C'était mon premier titre, c'était un morceau de Zouk Love, qui a été chanté par Raymond Wemba. Ouais. Et arrangé par, à l'époque, on va dire que c'était mon troisième professeur de piano, Jean-Michel Raggioli. Voilà, qui est un Corse, hein, pour ne pas rentrer dans l'histoire. Ouais, voilà. C'est quelqu'un de très important, en tout cas, dans ma carrière. Voilà.
Alors pourquoi j'ai lu cette influence de Madonna alors c'est où que ça intervient Madonna, je pense que tu as dû voir ça dans les chansons que j'écoutais, en fait, ceux qui m'influençaient. C'est ça, voilà, c'était les influences. J'étais influencé énormément, donc, alors par Madonna, mais moi je suis des années 80, donc c'est Michael Jackson, c'est toute la partie hip-hop aussi de cette période-là, donc l'arrivée du dancehall, je suis vraiment de cette génération-là, la génération manga, la génération jeux vidéo, voilà. Et bien sûr, après, la grosse question, c'est le jazz. Mais le jazz, c'est quoi? C'est une maladie qui vous ronge, qui vous prend, qui vous attrape Mais c'est exactement ça, au fait. Mais aussi, au fait, c'est déjà le simple fait d'être pianiste. Donc, d'être pianiste, quand tu joues au piano, qu'est-ce que tu vas jouer, au fait? Tu vois, souvent, tu vas jouer du classique. Si nous, on a la chance d'avoir la musique traditionnelle où il y a du piano, mais souvent, c'est soit le classique, soit c'est du jazz, de manière générale, pour le piano. Maintenant, de fil en aiguille, on va dire que le jazz est venu. Alors, je ne vais pas mentir, parce que moi, je ne comprenais pas le jazz. Je ne comprenais pas le jazz, surtout quand j'étais gamin. C'est mon voisin qui m'a dit qu'il manque. À chaque fois que je parle de lui, il m'a dit à chaque fois merci. C'est mon voisin qui m'a dit qu'il manque. Je vais te faire découvrir un artiste. Il s'appelle Michel Camilo. D'accord. Voilà. Donc on m'a offert cet album-là. Toi, tu es plus apte à écouter ça. Tiens l'album. Il m'a fait écouter 2 titres. J'ai dit waouh, il y a un truc qui s'est passé. Et puis je lui ai dit tu peux me prêter. Il m'a dit vas-y, je te le donne. Vas-y, fais ce que tu veux avec. Et ça a changé ma vie parce que Michel Camilo, en fait, c'est un Caribéen, donc pianiste dominicain de Saint-Domingue, et qui a réussi pour moi à faire un jazz accessible à tous, et même dansant, en fait. Donc, je pense que c'est ce qui m'a séduit en tant que Caribéen. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que je suis allé faire mes études à Cuba. Et en plus de ça, tu as un côté danseur, quelque part, puisque tu as intégré le groupe de ton père en étant danseur. On voit les multifacettes, multitâches. Exactement. Donc j'étais le premier danseur de ma maman. On manquait à son groupe de danse. Donc je faisais partie des danseurs principaux qui dirigeaient les autres, au fait. Donc j'ai aussi eu cette habitude-là de me retrouver sur scène, différentes scènes. Donc on a voyagé énormément. Notamment, je me rappelle quand on était parti à New York la première fois, on a fait un échange avec une école de danse de claquettes. Donc on a appris des claquettes, on leur apprenait de la musique traditionnelle. Enfin bon, on a vécu vraiment beaucoup de choses. Et puis du jour au lendemain, j'ai dit à ma maman, non, là c'est bon. En fait, d'abord, je suis devenu tambouiller, je suis devenu le tambouiller des danseurs. Donc je jouais aussi au tambour. Et après, j'ai intégré le groupe des musiciens de mon papa et je suis devenu le directeur musical. Alors, oui, vas-y. Alors, en fait, je suis toujours fascinée par ces âmes un peu artistes et j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu d'où tu puises ton processus créatif, comment tout ça émerge. Comment tu fais pour nous donner tout cet amour-là? Waouh, il y a tellement de questions. On t'a entendu tout à l'heure, bien sûr. L'avantage quand on vient de dîner à l'Arrobase, c'est que l'artiste fait sa prestation pour les gens qui dînent. Ils sont en face de nous. Encore une fois, on les remercie d'être là. Je te laisse répondre à la question, du coup. Merci. Non, dans sa question, il y a plusieurs questions pour moi, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Tout pour moi me nourrit, tout. C'est-à-dire que le moment qu'on est en train de passer ensemble là va me nourrir. Donc là, ce que je vous ai joué tout à l'heure, par exemple, je l'ai joué comme ça pour vous à cet instant-là. Parce que c'est beaucoup d'improvisation et c'est là l'âme du jazz, au fait. Donc le jazz, c'est l'improvisation spontanée. Donc la capacité de composer spontanément sur le moment. C'est cette liberté, donc, ça te laisse de la liberté. Complètement. Et même si j'interviens sur des thèmes que je connais, que je maîtrise, mais je ne vais jamais les jouer de la même manière. Donc comme je lui disais tout à l'heure, il faut écouter là pour entendre ça. Tu vas te dire, ceux qui étaient là, ils ont entendu un truc qu'ils ne vont pas entendre ailleurs où il fallait être là. Et effectivement, c'est en donnant beaucoup d'amour tout le temps. Tout le temps, c'est que de l'amour. Ça, c'est que de l'amour, puisque c'est de la transmission, c'est chercher à toucher l'âme de l'autre, c'est chercher à... Et si on n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est au fond de toi, en fait. Voilà, je ne me pose même pas la question, en fait. C'est juste le laisser sortir, l'apprivoiser, pour que ça non plus, ça ne soit pas trop débordant non plus. Voilà.
Et est-ce que je me permets juste de poser une petite question? On entend beaucoup d'artistes qui sont issus de milieux où les parents sont musiciens, où les parents transmettent cette culture-là. Ma question est plutôt de demander, est-ce que tu penses que si tes parents n'étaient pas issus de ce milieu-là, est-ce que tu aurais été à un moment donné de près ou de loin attiré par cet univers-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se transmet un petit peu de père en fils ou de mère en fils ou de fille, ou c'est quelque chose dans lequel on peut tomber totalement par soi-même et vraiment avoir une appétence pour, ce qui je pense est le cas, mais est-ce que tu penses que pour ton cas ça aurait été le cas? Voilà, pareil, tu me poses une question qui est très difficile à répondre pour moi, qui est sujet à débat, tu vois, mais effectivement, alors, je suis persuadé que la plupart des artistes viennent d'un milieu où il y a au moins eu un musicien. Si ce n'est pas les parents, c'était les grands-parents ou les tontons ou les cousins, il y a souvent il y a un lien. L'influence est importante. Oui. Ça ne vient pas comme ça. On se réveille pas en se disant la musique m'attire à ce point pour en faire mon métier. J'ai vu très rarement ça. J'ai vu très rarement ça. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui aurait pu t'attirer en fait pour faire de la musique? Non, au-delà de la musique. Au-delà de la musique. Ouais. Mais bien sûr, moi je suis quelqu'un de très très curieux. Alors moi j'adore la géopolitique, j'adore la géographie, j'adore ces choses-là. Mon rêve, en fait, ça aurait été d'être polyglotte. J'adore les langues, j'aime parler plusieurs langues. Et oui, je pense que je suis très culture, en fait. Très culture, et ça n'aurait pas été la musique, ça aurait été quelque chose d'autre, mais de culturel. Alors, on va continuer cette conversation un peu plus tard, c'est sûr, après la pause publicitaire, qu'on ne fait pas tout de suite. Oui. Mais avant qu'on reparle de toi, je voulais revenir à notre secteur à nous, c'est-à-dire le marché automobile. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors déjà, la transition énergétique, les nouvelles mobilités, est-ce que tu roules en voiture électrique? Est-ce que tu as un piano électrique? Oui, bon, c'était le petit bonus. Donc... J'ai le piano sur la voiture électrique. Oui. Dernièrement, j'ai eu la chance de faire je ne sais pas si je peux faire la pub pour l'émission V8 d'ATV. D'ATV, ouais. Donc j'ai été accueilli à V8 et j'ai eu la chance de rouler l'Audi H8 hybride. Q8 oui, hybride. La 8 hybride, 400 chevaux. Enfin, bon, oui, la RSQ8. Complètement hybride. Électrique. Génial. Avec même le massage à l'intérieur et tout. Oui. Donc pourquoi pas? Oui. Bon, après quand j'ai demandé le prix, il m'a dit que c'était 136 000 €. Je lui ai dit bon. Comment te dire? Je vais réfléchir. Donc ça fait 150 spectacles et donc. Voilà, mais dans tous les cas, on est dans l'évolution. Donc moi je suis quelqu'un mon deuxième album s'appelle Évolution X. Je suis toujours pour l'évolution. J'aime pas qu'on stagne. En fait, j'aime pas les choses qui stagnent. Donc pourquoi pas? À partir du moment qu'on maîtrise ce qu'on fait. Donc, en tout cas, tu es sensible au réchauffement climatique. Complètement. Voilà, tu es sensible en fait à la transition énergétique. Est-ce que tu penses qu'elle est impérative ou est-ce que tu le vois différemment? Je pense qu'elle est impérative. Alors je suis mal placé parce que je suis peut-être pas, c'est pas mon métier vraiment pour dire ce genre de choses-là. Mais de ce que je connais. Encore une fois, je me dis qu'à partir du moment qu'on le fait avec tâton et qu'on teste les choses, qu'on prenne le temps de tester les choses pour voir si ça fonctionne vraiment bien et pour que tout le monde s'y retrouve. Si maintenant c'est pour faire quelque chose et on sait qu'il y a un problème et qu'on ne dit rien, par contre là c'est différent. Tout à fait, on est bien d'accord. Ouais. Alors, il y a un titre que tu vas favoriser particulièrement parce que c'est le titre que tu promotionnes en ce moment, c'est celui que tu veux mettre en avant. C'est ça. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu, justement, oui. Ouais. Donc, ce titre-là, il est sorti sur mon troisième album, donc Solo Duo, qui est un double album. C'est un titre chanté, c'est un titre qui s'appelle Fouya Pindou. D'accord, voilà, on le voit ici, on le fera voir donc, pour la vidéo. Voilà. Et donc Fouya Pindou, un titre que j'ai composé avec Malik Duranti, qui est pour moi, qui va faire partie des grands de chez nous. Sociologue, écrivain, poète. Qu'on va recevoir bientôt, j'espère, dans l'émission. Avec plaisir, si vous voulez. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui voyage énormément. Et donc, ce titre que j'ai sorti en piano-voix sur ça, l'album, qui s'appelle Solo Duo, j'ai eu envie de le rééditer parce que ça me tenait à cœur. C'est un album d'ailleurs qui est sorti en pleine période de Covid. Donc c'est un album qui, pour moi, mérite encore que je promotionne, et surtout ce titre-là que les gens adorent.
Donc pour ceux qui le connaissent déjà, je pense que ça va être une très belle surprise parce qu'on l'a vraiment réarrangé, réorchestré. Donc il y a plusieurs. Il faut le redécouvrir. Ils vont le redécouvrir et ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir, tout simplement. Super. Eh ben, on a la chance, quand on vient dîner à l'Arobase le mardi tous les 15 jours, d'avoir l'artiste qui joue, et ça passera bien sûr aussi sur Maxi. Eh ben, on te laisse aller à ton instrument, et puis on se retrouve juste après, si tu es d'accord, pour continuer à parler, si ça te va. Ok. Allez. Je le joue en live, c'est ça? Oui, tu peux y aller. Là, tu peux y aller. Et après, on se retrouve dans l'émission. Nous, pendant ce temps, on fait la petite pause publicitaire, et puis voilà, on te laisse aller jouer. Merci à toi. Les influences musicales extérieures, elles sont essentielles, Guy-Marc, quand on est musicien déjà et quand on est chanteur. Les influences? Les influences extérieures, musicales. Et toi, elles ont été multiples. Parce qu'on a parlé un peu de Manoda tout à l'heure, ça pouvait faire sourire. T'étais jeune, voilà. Mais il y a eu plein d'autres artistes. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer avec Madonna, mais bon, ça aurait pu arriver. Hein. Ça aurait pu arriver. Peut-être que ça va arriver. Et pourquoi pas? Mais c'est sûr. En plus, elle relance sa carrière. Alors attention. On ne sait jamais. Elle cherche un pianiste en plus, donc méfie-toi, ça peut arriver. Mais ces influences extérieures, on les ressent finalement dans ta musique. On sent que, bien sûr, il y a la musique pays qui est là, qui est bien présente. Il y a le jazz, l'influence jazz. Mais on sent que les influences extérieures ont fait cette liberté que tu revendiques tant quand tu es au piano. Complètement, cette liberté que je revendique en tant que pianiste, en tant que chanteur. Mais aussi, comme tu dis, l'influence aussi, parce que j'étais un sideman, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, pour ne pas dire pratiquement tous les artistes, toutes les stars martiniquaises, en tout cas, je les ai pratiquement toutes faites. Quand je dis ça à mes élèves, je leur dis, même Kalash, j'ai joué avec Kalash, ils me disent, voilà, par exemple, c'est ça, en fait. Ça, c'est mon parcours. Donc, je sais pas, moi, je pouvais sortir de mon papa, de Guy Vadeleu, passer par Jocelyne Béroir, je les ai tous accompagnés, même Orlan, en fait. J'ai joué avec tous les musiciens, donc toutes ces influences-là, mais aussi beaucoup de musiciens internationaux, surtout jamaïcains, comme Etana, comme Cécile, comme alors des artistes de jazz, comme... Herbie Hancock, par exemple, le quartet. Pourquoi? Parce que j'ai été les voir à Vienne, tu sais, jazz à Vienne, dans la région lyonnaise, hein, c'est pas Vienne en Autriche, mais pour moi, ça a été une révélation. C'est ce qui m'a fait aimer le jazz, c'est ce quartet qui a été... avec Thierry Carrington, je crois, voilà, exactement. Pour moi, ça a été... Au sax. Alors, si vous ne connaissez pas Vienne, si vous êtes auditeur, vous ne connaissez pas Vienne, vous allez en métropole de temps en temps, allez-y, c'est à côté de Lyon. Essayez jazz à Vienne, parce que c'est vraiment fabuleux. C'est une ville gallo-romaine qui est splendide, donc du coup, ça donne un cachet supplémentaire à tous les artistes qui se présentent pendant ce festival. Et la vie, elle est extraordinaire à ce moment-là, en tout cas, dans cette ville-là. Sûrement à d'autres moments, mais il me semble qu'il y a un jumelage avec le festival Begin Jazz, avec ce festival. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ouais. Enfin, moi je l'ai fait, et j'avoue que ce Herbie Hancock m'a littéralement... Mais bon, on parle d'Herbie Hancock, il fait partie des pianistes qui m'ont énormément influencé. Sûrement. En tout cas, tous ces pianistes-là qui ont été découverts par Miles Davis, parce que c'est Miles Davis qui a découvert Herbie Hancock, mais aussi Chico Rea, qui m'a énormément influencé. Et j'en parlais de tous les pianistes latinos, comme Gonzalo Rubalcaba, Chucho Valdés, qui m'ont vraiment beaucoup influencé. En tout cas, quand je regarde la liste des artistes avec lesquels tu as flirté, on va dire, entre guillemets, musicalement, bien sûr, ça fait rêver quand même. Il y a des gens qui sont assez extraordinaires. Ça fait combien de temps que tu es artiste? On en a parlé un peu tout à l'heure. Tu as commencé à jouer à 5 ans, mais tu t'es produit depuis combien de temps, en fait, sur scène? Je te dis, ma première scène, j'ai complètement kidnappé mes voisins, en fait. Ma première scène, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, ma première scène. Donc, c'était mes voisins. À l'époque, c'était un voisin, donc en plus fils de docteur, son papa n'était pas très content, mais bon, je lui ai dit, tu vas être mon batteur. Et on a fait notre première scène au Trois-Îlets.
ma ville natale. Ouais, c'est pas grave. Et voilà. Ah, mais tu disais tout à l'heure que tu voulais parler plusieurs langues. Et moi, je trouve que tu as réussi à le faire par la musique. Alléluia. C'est exactement ça. C'est vraiment le challenge de toujours traverser les frontières. Et effectivement, avant Covid, mon dernier concert avant Covid à l'extérieur, c'était à Singapour. Donc j'étais parti faire un festival de jazz. La même réaction. Donc, comme tu as dit, ils m'ont dit non, c'est extraordinaire, il faut que tu fasses tout l'archipel, après ça, il faudra que tu fasses la Chine. Bon, après, le Covid est arrivé, mais bon, c'est pas grave, on y est dessus, on va reprendre ce trajet-là. Et après Covid, j'ai eu la chance de partir en Afrique. Donc, j'ai fait le Ghana, le Togo et le Bénin. Pareil, les Africains m'ont dit, mais comment, il y a ça en Martinique? Je dis, mais ils sont persuadés qu'on fait que du zouk et que de la musique comme ça. Je leur dis, mais non. Et j'ai joué ce morceau au Fouilla Pindou, à la télé, au Togo. Les gens, il y en a même qui pleuraient, au fait. Donc, c'est ça. C'est vraiment ce langage universel-là. Puis la géographie, tu l'apprends sur le terrain, en fait. Exactement. Tu l'apprends pas à l'école. Voilà. Alors, excuse-moi, je m'autorise, si tu es d'accord, bien sûr, de montrer ce DVD aussi, c'est Papa, bien sûr, donc le dernier DVD qui va de 2 à l'Atrium. Pourquoi je le montre? Parce que je me pose une question. À quand le duo? Le vrai duo solo avec Papa? C'est une belle question. Je pense qu'on y est. Je pense que c'est quelque chose qui va peut-être pas trop tarder. C'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, déjà. C'est quelque chose que j'ai déjà plus ou moins pensé. Pour mon papa, c'est pareil. Maintenant, c'est une question de feeling aussi, tu sais. Des fois, il ne faut pas précipiter les choses. Maintenant, bon, effectivement, mon papa, il ne sera pas éternel, donc il faut le faire. C'est maintenant aussi. Et donc, je lui, avec mon manager, elle a sauté dessus. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous attire, quoi. On va le réaliser. Et j'ai une petite question aussi, si tu permets. Oui. Alors, tout à l'heure, Andrea parlait de l'influence de la famille. Et honnêtement, là, c'est indéniable. Tu es un vrai artiste, beaucoup de talent, on sent qu'il y a beaucoup de travail. Tu disais que tu as fait une école à Cuba, etc. Et la question que je me pose, c'est est-ce que aussi tu as la chance d'avoir peut-être une faculté, une facilité supplémentaire? Naturelle, tu veux dire? Naturelle, exactement. Est-ce que tu as l'oreille absolue, l'oreille relative qui t'a permis d'être l'artiste que tu es aujourd'hui? Complètement, en fait, c'est un don. Comme je t'ai dit, le piano, je suis allé tout seul. Et je savais déjà faire des mélodies. Donc oui, l'oreille absolue avec mon instrument surtout. Donc pas relative, mais absolue avec mon instrument. Donc tout ce que j'entends, je peux le rejouer sur le piano. Mais aussi, donc, alors ce que je suis allé travailler à Cuba notamment, c'est ce qu'on appelle la lecture à première vue. Donc une partition que tu n'as jamais vue, on te la met devant et il faut jouer. Voilà. Donc c'est aussi le côté très technique de la musique. Mais tu as raison, pour moi, il y a un don. Tu vois, il y a un don, ça c'est indéniable. Parce que moi, si je me mets au piano là, je te promets qu'il n'y a pas de don du tout. Non, toi, tu fais t'as l'oreille absolue pourtant. Je sais pas, toi, Eric. Il fera comme les petits chats. Oui. Si je peux jouer les traits, Elise, si vous voulez. Non, mais même la lettre Elise, tu vois, j'aime bien. Tu as vu ça? C'est ce que j'ai dit à mes élèves. Tous mes élèves, ils veulent jouer la lettre Elise. Je leur dis, mais non, c'est trop difficile. Ouais. Je te joue la lettre Elise si tu veux. Tu vas te rendre compte que non, c'est pas facile. En fait. C'est pas facile la lettre Elise parce que tout le monde passe à la première partie, mais la deuxième partie, personne ne veut en entendre parler. Et alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce qu'on peut être un bon pianiste sans être bon en solfège? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y en a plein dans l'histoire. Il y a eu des pianistes extraordinaires comme Thelonious Monk qui se tenait comme ça, qui avait une très mauvaise position. Il y en a plein. Et dans notre musique, on va dire, dans notre culture, parce que nous, on est des musiciens d'oreille, on va dire. Musiciens, on apprend la musique dans la rue, au fait. Donc, chanceux ceux qui ont pu, comme moi, rentrer dans un conservatoire, se perfectionner. Mais à la base, même les musiciens, je pense qu'il y a ça partout, hein, beaucoup de musiciens viennent de la rue et sont autodidactes. Et on apprend avec la bouche, la transmission vocale. Voilà. Très bien. Ouais, c'est intéressant. Alors, on fait une petite pause, si tu es d'accord. Tu restes avec nous, hein, bien sûr, parce qu'on va reparler de toi. On a encore des choses à se dire. Mais on va se tourner vers Andrea, qui nous recentre un peu sur notre métier de l'automobile, puisque donc on vient de passer une nouvelle année, hein, bien sûr. Personne l'a oublié, bien sûr.
Et dans le secteur de l'automobile, il y a des nouveautés, entre autres. Exactement. Andrea. Alors, entre autres, il y a eu beaucoup de nouveautés, mais notamment une qui va peut-être ravir certaines personnes, notamment moi en particulier. Ça concerne la disparition de la vignette d'assurance qui, en 2024, c'est officiel, elle disparaît. Alors, pourquoi moi je suis contente? Tout simplement parce que je faisais partie de ces automobilistes qui ne changeaient pas sa vignette et qui se prenaient des contraventions. Voilà. Donc, je faisais partie de ces personnes pas très sérieuses avec la vignette verte ou la vignette qui se décollait avec la chaleur. Nous, je pense qu'on connaît ça ici, on en a marre de cette vignette. Et voilà, c'est fait. Il n'est plus nécessaire de la coller depuis le début de l'année. Enfin non, c'est officiel depuis le début de l'année, mais on n'a plus besoin de la coller à partir d'avril. Du 1er avril 2024. Du coup, la police ne peut plus nous arrêter parce que la vignette n'apparaît plus sur le pare-brise. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc ça rentre aussi dans tout le processus de dématérialisation un petit peu de tous les supports physiques. Surtout, il y a une raison essentielle quand même. Il y a une raison essentielle. Il y a une raison essentielle, notamment, c'est justement la police a accès à tout. La police et la gendarmerie. Depuis quelque temps déjà, depuis au moins 2 ou 3 ans. Exactement. La police et la gendarmerie a accès à tous nos fichiers. Donc il n'y a plus aucune raison valable de se balader avec cette vignette sur le véhicule. Alors, pour bien expliquer, Andrea, simplement, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que vous ne mettez plus votre vignette, ça ne vous autorise pas à ne pas prendre d'assurance, bien sûr. Ça veut dire que le gendarme qui vous arrête ou le policier qui vous arrête, il a accès au fichier des assurés. Donc, si vous n'êtes pas assuré, il le sait dans la seconde. C'est un peu comme le permis quand tu n'as plus de points. Il le sait en général tout de suite. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que l'attestation d'assurance reste cependant d'actualité. Elle permet de pouvoir faire la carte grise d'une voiture. Elle permet aussi. Justement d'attester la preuve d'assurance durant les 2 premières semaines de la souscription. Il faut surtout l'avoir avec soi pour justement pouvoir prouver si jamais il y a également un contrat à remplir, un constat suite à une collision. Donc c'est important de pouvoir attester à la personne en face que nous sommes assurés, qu'il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais aussi, il ne faut pas nier que justement supprimer cette vignette va faire une économie, aussi bien au niveau des prix qu'au niveau de l'environnement, parce que cela va supprimer plus de 50 millions de vignettes par an, donc c'est pas rien. C'est quand même énorme quand on s'en rend compte. Ce petit bout de papier, au final, ça pollue pas mal quand même. Et justement, également, ça va impacter le prix de l'assurance automobile. Donc tout ça, c'est un gros avantage. C'est du bonus. C'est du bonus. Mais aussi, on se rend compte que la vignette n'est qu'un premier pas par rapport à plein d'alternatives qui vont se proposer au fur et à mesure. En effet, le CISR, donc, qui est le comité interministériel de la sécurité routière, est en train de mettre en place beaucoup de changements. Il y en a à peu près 38 qui vont normalement venir et qui ont été annoncées. Elles sont en cours de validation ou justement elles sont en train d'être discutées, notamment au niveau de la création d'une nouvelle infraction. Et ça me rappelle justement une émission que l'on avait faite il y a à peu près, je dirais, quelques mois de ça, où on avait fait l'intervention avec certains gendarmes et notamment une avocate de la création d'une nouvelle infraction qui est l'homicide routier. Et alors, c'est pas rien. Ça arrive. C'est pas rien parce que justement, je m'en rappelle, j'étais à l'initiative de cette discussion-là de l'homicide routier. À quel moment on met en avant l'homicide routier par rapport à un homicide justement involontaire? Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment ça va être géré dans l'année, quoi qu'il arrive. Oui. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de... Vous savez qu'on est mardi, aujourd'hui, on est le mardi 9 janvier, et aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre. Donc, parce que l'émission passe vendredi, mais nous, on a enregistré mardi, donc on a un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Et oui. Et on est encore une fois dans l'exception française, puisque c'est le premier... Alors, c'est le plus jeune Premier ministre... ordonné, on va dire, par le plus jeune président de France. De la Ve République. Ouais. Voilà. Et alors, peu de médias en parlent en France, c'est marrant alors qu'on en parle à l'étranger, mais c'est aussi quelqu'un qui est marié avec un homme. Et donc, on est encore une fois dans cette exception française où on est capable de montrer au monde qu'on est pluraliste, qu'on accepte la liberté individuelle dans son ensemble. Et que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe publiquement pour ces hommes-là, et que ce qu'ils font chez eux ne nous regarde que très peu, finalement. C'est leur capacité. Même si c'est public, puisque lui-même en a parlé. Peu, mais donc, au final, en tant que personnage public, ils sont sujets à de nombreuses critiques. On l'a vu notamment avec le couple Emmanuel Macron-Brigitte Macron, qui a été pointé du doigt. On va le voir aussi avec notre Premier ministre actuel. Pour lui, hein. Donc, et d'ailleurs, il a déjà été sujet à
En tout cas, il est jeune, il est beau, il est tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'on a un jeune gouvernement. Voilà, en espérant qu'il, sans faire de politique, mais qu'il arrive à faire le job. Des nouvelles batteries aussi, Andrea, en 2024. Donc, des nouvelles batteries. Alors c'est vrai que ça, c'est un sujet qui porte aussi un petit peu à conflit d'intérêts en fonction de si on est concessionnaire, de si on est distributeur ou autre. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux types de batteries qui vont probablement arriver en 2024. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les batteries au lithium, aujourd'hui, elles dominent le marché. On le sait, elles constituent essentiellement notre parc automobile électrique du jour. Elles sont connues pour leur développement qui est bien établi et leur facilité de fabrication ainsi qu'à leur fiabilité. Ça dépend encore sur quel point. Oui. Mais justement, il y a des défauts justement qu'on connaît, notamment l'inflammabilité, la durée de vie et la fabrication, le recyclage aussi. Qui est toujours très problématique. Et c'est pour ça que des chercheurs ne cessent de continuer à développer de nouvelles batteries. Voilà. Et d'ailleurs, on annonce, et c'est Toyota en particulier, parce que ça tombe bien, parce que Nicolas y a bossé un petit moment, c'est Toyota qui annonce pour la première fois 1200 km d'autonomie, un peu plus de 1200 km d'autonomie. Donc voilà, donc les nouvelles batteries en font partie, bien sûr, c'est l'objectif. Oui, justement. Donc ces batteries, donc comme je disais, elles ont des défauts. Donc ce sont les batteries aujourd'hui type lithium. Et justement, aujourd'hui, on essaye de développer des batteries qui sont justement d'une source différente du lithium, qui est un processus qui demande beaucoup de ressources et qui augmente considérablement l'empreinte carbone des véhicules électriques d'aujourd'hui. Donc pour résoudre ce problème, les chercheurs justement explorent désormais des matériaux alternatifs comme le graphène, l'ion et même le sable. Et même aussi les sargasses que on a pu voir. Et il y a même un article en ligne sur gtmag.fr. Donc allez voir, c'est très intéressant, surtout nous dans le bassin des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces tonnes et de ces tonnes de sargasses qui polluent complètement le littoral et qui nous empoisonnent, qui nous polluent, c'est un véritable fléau. On arrive petit à petit à recycler et à tirer un petit peu de ces algues-là du positif. Donc voilà, donc il y a des nouvelles batteries qui sont en train d'être développées et qui promettent justement une plus grande stabilité, qui permet de réduire également l'inflammabilité de ces véhicules-là et qui permettent justement d'atténuer l'anxiété liée à l'autonomie et éviter les fréquents remplacements de batteries sur le long terme. On peut l'applaudir bien fort. Merci à elle. Merci à elle parce que ça nous recentre un petit peu sur notre métier. On retourne un petit peu avec Guy-Marc Badeleu. Guy-Marc, ça t'inspire quelque chose? Une nouvelle musique? Non, peut-être pas. Le secteur automobile. Sauf si on me donne un bon contrat, peut-être pas, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est très intéressant. Alors, j'ai bien aimé l'histoire de la vignette. Ça c'est bien. C'est pour les personnes comme nous. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Je pense que ça va arranger pas mal de gens. Et, on a tous aimé. Après, bon, à partir du moment qu'on est carré, pourquoi pas. Et puis aussi l'histoire des batteries, toujours dans cette recherche, parce que je sens bien que c'est une problématique pour les voitures, tout le système qui est mis en place pour les voitures électriques, non seulement pour le stockage, mais aussi la place que ça prend dans le véhicule et la difficulté que ça demande pour l'entretien et tout ça. Donc, on est bien d'accord, voilà. On est en plein dedans là, véritablement. Ouais. Alors je reviens un peu vers toi, si tu es d'accord. Et je me rends compte aussi que tu t'inscris aussi véritablement à côté ou avec des associations culturelles de jeunes. Tu t'impliques aussi dans ce domaine-là. Et c'est pour toi quelque chose d'important. Alors, j'interviens beaucoup dans les écoles, dans les collèges. Alors, je suis professeur, professeur de piano. Donc, bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, il faut le dire. Je donne des cours dans une école à Cluny, donc l'Académie des Arts Caribéens. Et je donne des cours chez moi aussi. Voilà. Donc alors quand je suis sorti de Cuba, j'ai travaillé pour l'Office culturel des Anses d'Arlès. D'accord. Donc j'avais une quarantaine d'élèves et depuis voilà, je suis dans cette optique-là aussi. Alors ça, je ne vais pas trop développer cette facette de ma personnalité, mais je suis vraiment engagé dans cette transmission avec les jeunes. Et alors j'interviens aussi ça m'arrive d'intervenir dans les EHPAD, dans les hôpitaux aussi, donc pour les personnes handicapés, les personnes âgées, voilà. Bon, on peut l'applaudir quand même bien fort pour ça, parce que c'est quand même important, cette implication-là aussi, et j'en suis vraiment charmé. Siempre Musica, c'est le nouvel album, donc.
Voilà, siempre música. C'est le projet. Projet, hein. Voilà, c'est ça. C'est le projet à venir pour les grandes vacances. Ouais. Et pour lequel il y a une première édition de l'album en live pour le Festival de Fort-de-France. Donc on aura l'occasion de revenir en parler. Oui, avec plaisir. Voilà, si on est invité, avec grand plaisir. Et on fera un projet de tournée à suivre pour la promotion de ce nouvel album. Et ce nouvel album-là est un mélange de rencontres avec des musiciens au-delà de la Martinique et de la Caraïbe, qui permet d'aborder ce mélange d'influences musicales dont il est imprégné. Voilà. Eh bien écoute, Guy-Marc, ne change rien franchement. Évolue sûrement parce que tu continues ta carrière, bien sûr, mais ne change rien parce que je pense que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On est vraiment charmé de t'avoir rencontré. Je vous remercie de me recevoir ici. J'ai vraiment bien apprécié aussi l'interview parce que ça, pour moi, c'est très important que ça ait du sens et que ce soit fluide surtout. Oui. Et qu'on ne me repose pas que les mêmes questions, parce que des interviews, j'en ai fait depuis que je suis gamin. Tout à fait. Et j'aime ça, en fait. J'aime ce côté-là. Et que tout le monde ait osé me poser une question, j'ai adoré ça. Voilà. Et puis, on est dans un secteur qui est marrant, puisqu'on est un peu éloigné du tien. Mais finalement, toi, tous les secteurs se rapprochent quelque part. Puis, tout est liable. C'est ça. C'est l'esprit de l'émission, en fait. On est tous des chefs d'entreprise ou entrepreneurs. Et moi, voilà, je comprends en tout cas. Donc là, tout de suite, là, sur les jours qui viennent, le programme, il y a des choses de prévues déjà ou Alors déjà, donc c'est la sortie, donc la réédition de Free Up Hindou, que je disais. Donc il y aura très certainement des lives. On peut rappeler les plateformes, non? Les plateformes, alors les plateformes, ça, on va vous dire très bientôt. On va vous donner le lien pour télécharger le titre, pour l'acheter. Bon, on le mettra sur la vidéo de toute façon. Oui, c'est un peu aussi le but. Mais voilà, c'est ça. Et très bientôt, je pense que vous aurez aussi un clip, donc un nouveau clip. Donc, il y a déjà un clip Free Up Hindou qui existe déjà, que je vous invite à découvrir, qui a été filmé réalisé par Nadia Charlery, qui est excellente. Et donc vous pouvez déjà profiter de la version piano-voix, ça ressemble à ce que j'ai joué tout à l'heure là. Et la nouvelle version, vous aurez un autre clip. Voilà. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. C'était avec nous sur Maxi Martinique, Guy-Marc Vadleux. Il nous avait le plaisir d'interpréter donc ce morceau que vous avez entendu tout à l'heure. Merci vraiment à toi et puis à on va dire, comment on peut t'appeler finalement? Je sais pas. La productrice, le manager. Je suis manager. Oui, la manager. Voilà, d'accord. J'arrive dans l'univers de Guy-Marc et on essaye de communier pour avancer ensemble. Je sens que le duo va fonctionner. Merci Laetitia Billard. Merci. Merci à toi. Merci encore. On peut l'applaudir bien fort. On fait une petite pause publicitaire. On se retrouve sur Maxi Martinique dans un petit instant. Allez, vous êtes de retour à l'arrobase au Casino Batelière Plaza. Vous êtes avec la bande AJM sur Maxi Martinique. On peut nous applaudir, vous applaudir bien fort. Merci encore. On est très heureux de vous retrouver pour la fin de cette émission. Merci encore. On entend, il y a des gens qui font du bruit dans la salle. On se demande qui c'est, bon sang. Je me demande si ce ne sont pas de la radio, ceux-là. Hein. On se pose des questions. En tout cas, moi, je voulais remercier, bien sûr, nos fidèles partenaires, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique, Géo Magazine, l'Arrobase, le restaurant Dîner Spectacle du Casino Batelière Plaza. Merci à toute l'équipe de Maxi Martinique, on n'entend pas d'ailleurs, présente ce soir ici pour assister à notre émission. Ils sont là, ils font du bruit. C'est terrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais ça marche, bravo. Eh bien, ça y est, on est de retour dans notre émission. On était ravis de recevoir cet artiste qui a vraiment une sensibilité particulière, un artiste libre, c'est vrai, hein, avec son piano, avec ses chansons. L'homme et l'artiste, hein, les deux. Hein.
Ah ouais, mais vraiment, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, on revient avec plaisir et on retrouve Yona Namrit qui va recevoir donc Ulrich Fleural. Exact. Donc on appelle hein, s'il est là, parce qu'on fait ça en live, hein, donc tu peux venir. On peut l'applaudir bien fort. Alors là, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, puisque c'est le président donc, de l'association Le Cercle des Hommes, espace de parole et de soutien masculin. Alors, on veut tout savoir. Yona. Exact. Alors, parlons peu, parlons bien. Je pense que vous connaissez tous mon amour pour la question de la transmission, n'est-ce pas ? C'est sûr. Pas un petit peu. Mais si. Voilà. Et donc, comme le bon Colombo que je suis, farfouillant de ci, de là sur le net, eh bien écoutez, je n'ai pu passer à côté de l'association que représente Ulrich, dont vous aurez loisir à découvrir ou redécouvrir pour certains. Alors, ce n'est un secret pour personne, hein, en Martinique notamment. Nous sommes bien plus nombreuses, mesdames. Et d'ailleurs, pas qu'en Martinique, mais notamment sur notre territoire, la place de la femme fait couler pas mal d'encre. Donc, on la voit souvent avec cette étiquette de femme potomitan parce elle dégage aussi cette hargne, cette détermination qu'on lui connaît, mais aussi cette charge mentale. D'accord, hein, parce que potomitan est accompagné pas seulement des avantages, mais de tout ce qui va avec. Et le plus souvent, on se dit, l'homme disparaît de cette équation. Il est souvent considéré comme... Nous sommes là. Dieu merci. Il y a quand même des irréductibles, d'accord. Mais le plus souvent, ils sont considérés comme volages ou absents. Et on lui prête souvent à l'homme des traits de domination, de virilité ou de force. Il n'y a pas encore si longtemps, c'était bizarre, on va dire, de voir un homme pleurer. Il n'y a pas encore si longtemps, c'était bizarre de voir un homme qui, sans détour, allait donner un petit peu ses émotions. Et la difficulté, c'est que de génération en génération, on va répéter à chaque fois les mêmes schémas négatifs, toxiques. Et aujourd'hui, Ulrich Fleural, qui est ici présent, qui est président de l'association Le Cercle des Hommes, a choisi de casser cette chaîne et de travailler à déconstruire le modèle obsolète de l'homme antillais, et puis j'ai envie de dire de l'homme tout court. Donc Ulrich, bienvenue parmi nous. Merci d'être aujourd'hui cet ambassadeur. Et en fait, on meurt tous d'envie, je pense, de te demander, mais à un moment... d'où est venue cette idée de Cercle des Hommes? Quel est ton why? Pourquoi? Ok, merci de nous accueillir, de m'accueillir en tout cas. Donc, d'où ça vient, c'est, à titre personnel en tout cas, ça vient du fait d'avoir fréquenté en fait, les milieux afroféministes en région parisienne, quand je faisais mes études. D'ailleurs, ça part d'abord du fait que j'étais en STAPS, et en fait en STAPS on étudie un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, et Pierre Bourdieu en fait j'ai lu en fait son livre qui s'appelle La domination masculine. Donc ça m'a permis en fait de rentrer dans cette thématique-là. C'est un livre qui a déconstruit, hein, parce que Bourdieu a fait pas mal de bêtises en tout cas en écrivant ce livre, mais en tout cas ça m'a permis de rentrer dedans. Et en fait en fréquentant les milieux afroféministes, là en fait j'ai constaté que en tant qu'homme en fait j'avais certains privilèges en fait que j'exerçais en tout cas contre les femmes, et qu'il fallait en fait que j'en sois conscient, et qu'ensuite que je puisse agir pour stopper en fait avec cette domination là, parce que finalement alors elle sert les hommes évidemment parce qu'ils ont des privilèges, mais aussi ça nous dessert, et notamment en Martinique parce que en fait finalement c'est nous qui sommes nous sommes des perdants en tout cas de cette course à la virilité et à la masculinité, parce que comme on le sait, c'est nous les premiers qui nous tuons. Donc dans les homicides qu'il y a eu l'an dernier, il n'y a eu qu'un homicide, qu'un ou deux homicides en tout cas, où c'est pas un homme qui a tué un autre homme. Sur la route, en fait, c'est la même chose. On se tue à cause de cette recherche en fait d'un modèle de masculinité qui nous pousse à avoir ces comportements violents et à avoir en fait le deuxième facteur, c'est le fait que on n'est pas les familles majoritaires en Martinique sont monoparentales. Totalement. Et monoparentales menées par une femme. En tout cas, c'est la femme qui est le seul parent. Tout à fait. Ça, c'est ceux en fait pour qui c'est matériel, mais il y a aussi les couples qui sont fondés où le père aussi est absent. Et, même s'il est présent, mais il est absent en fait dans la gestion du foyer, et en fait ça crée des problématiques concernant les familles martiniquaises et aussi les membres de notre société, parce qu'en fait il y a forcément quelque chose qui manque
et qui forcément en fait va impacter la société. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait que je me suis dit qu'il fallait lancer une initiative pour pouvoir réparer tous ces mots-là et gérer en fait nos traumas et qu'on puisse s'exprimer en tant qu'homme comme on le souhaite. Pas selon des dictats en fait, qui nous sont imposés, mais comme on a envie d'être un homme en 2024. D'accord, donc en fait, on n'est pas dans une fenêtre où on va critiquer les femmes, voilà, on se regroupe entre hommes, on les critique, on est vraiment... En fait, dans votre association, vous êtes vraiment dans un lien à créer justement, à venir recréer une connexion avec la femme avec un grand F, j'ai envie de dire. Oui, exactement, parce qu'on fait des cercles en non-mixité entre hommes, parce qu'il y a des choses en fait qui sont plus faciles à gérer entre hommes. Mais justement, depuis septembre, on fait des cercles mixtes où en fait on rencontre des femmes et on pose des thématiques qui sont liées à nos rapports hommes-femmes. Et ça nous permet justement d'entendre le discours aussi des femmes, parce que on pourra dire des choses par exemple sur le harcèlement de rue, on pourra dire mais en fait les femmes on en marre en fait de se faire citer à chaque fois qu'elles sortent, ne serait-ce que pour aller à la boulangerie, même si elle est en jogging, elle va se faire quand même citer, elle va quand même se faire alpaguer. Et en fait ça, ils ne pourront l'entendre que si c'est une femme en fait qui décrit cette situation-là. Donc il y a une nécessité justement de pouvoir créer ce lien-là, mais on a bien fait en sorte de rester 2 ans en non-mixité pour soigner nos traumas et soigner nos schémas de domination qui font que quand on fait des cercles mixtes sans cette préparation-là, en fait ça capote parce que les hommes en fait vont faire réapparaître leur schéma de domination. Moi j'ai une petite question, je ne veux pas t'embêter, mais est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es en couple? Je suis célibataire. Mais je vois pas le rapport, mais bon. Non, mais non, c'était justement parce que comme il s'occupe de la gestion un petit peu du rapport homme-femme, est-ce que lui, il était dans un rapport homme-femme en couple ou est-ce qu'il était en célibat et qui vivait le rapport homme-femme différemment? Voilà. D'accord. Oui, non, ça peut se comprendre. Après, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. En fait, c'est un problème de société, c'est un problème très profond, on va dire. Quelles sont les conversations en fait? Quel est le centre des conversations que vous avez quand vous êtes entre vous? Parce que tu parles de domination masculine. C'est quoi la domination masculine finalement pour vous? Quelle est cette influence négative finalement qui se porte sur le couple, par exemple? Comment vous le discutez ça? Comment ça se produit en fait? Alors, ce qui se passe, c'est que on discute avant des thèmes qu'on va aborder. Et donc, en fait, chaque homme, en fonction des situations qu'il a pu vivre dans son couple ou dans des relations amicales ou autre chose, va poser une thématique et on va la traiter du coup le jour J. Donc il n'y a pas une thématique spéciale en fait qui revient à chaque fois, mais elles sont assez variées. Mais en tout cas, on fait en sorte d'aborder des thématiques qu'on n'aborde pas d'habitude avec nos pairs hommes. Donc dans les fameux lieux comme les stations, les soirées domino, etc. Là, on va vraiment aller en profondeur dans des thématiques en fait qui seront liées en fait à la position de l'homme dans la société martiniquaise, mais aussi les relations que les hommes ont entre eux dans la société martiniquaise et les rapports que les hommes ont avec les femmes dans notre société. J'ai un exemple qui me vient spontanément à l'esprit quand tu parles de schéma de domination. Je fais le parallèle facilement avec l'automobile, les comportements routiers. Et moi, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais... le gars qui est sur la file de gauche et qui refuse de se rabattre. Ça, je l'ai vécu dimanche. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre ça et ce fameux schéma de domination? Oui, parce que en fait, l'espace de la circulation, il faut bien savoir que les femmes ont eu l'autorisation en fait d'avoir leur permis seul que depuis les années 70. Oui. Donc, forcément, en fait, cet espace-là était déjà uniquement dédié à l'homme et il continue en fait à l'utiliser comme son espace principal en fait, un des espaces principaux en fait d'exercice de son pouvoir, et c'est ce qui fait en fait que les hommes vont plus être dans une ostentation par rapport à l'utilisation de la voiture, par rapport à le rapport à la vitesse, parce que le rapport à la vitesse c'est le fait que dans ce système justement patriarcal en tout cas, mais en fait il y a des rapports de compétition et il faut être celui qui va le plus vite avec sa voiture. D'où le nombre d'accidents qui sont liés en partie aux hommes. La plupart des accidents mortels en Martinique, ce sont les hommes. Liés aux hommes. Voilà. Enfin, je suis pas sûr qu'on fait des relations quand même assez rapides de tout ça. C'est un peu plus profond que ça normalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais il y aurait plein de questions à poser évidemment. Je te redonne un peu la parole. Oui, totalement. En fait, ce qui était très intéressant aussi avec l'association que porte Ulrich, c'est qu'on n'est pas là seulement dans le domaine festif où effectivement on va se retrouver en tant qu'homme dans des bars, on va boire. C'est vraiment essayer de soigner les mots, essayer de parler de thématiques entre hommes. Notamment, tu me disais que dernièrement vous vous étiez retrouvés et sans tabou, vous aviez parlé de cette question du viol. Oui, effectivement, parce que
En sachant, avant de te laisser répondre, le viol, c'est la terminaison d'une très mauvaise action, mais en ce moment, il y a un débat national très important sur le consentement. Donc, qu'est-ce que le consentement ? Comment situer l'accord d'une femme qu'on a peut-être, nous, hommes, on a peut-être du mal, en fonction des générations en plus, on a du mal à situer, où se situe le consentement réel. Et en ce moment, les organisations féministes, entre autres, mais pas seulement, travaillent sur cette idée de consentement, etc. Donc, est-ce que vous en parlez aussi, avant d'arriver peut-être au viol ? Oui, effectivement. Le consentement vient d'ailleurs plus souvent que le viol, parce que les hommes, aujourd'hui, ont du mal, en fait, à savoir à quel moment en fait le consentement est clair. Donc voilà. Du coup, ils ne savent pas en fait se positionner par rapport à ça, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a aussi des schémas de domination qui veulent qu'ils vont pas chercher forcément à avoir le consentement de la femme pour arriver à leur fin. Et en fait, c'est tout un travail de déconstruction qui se fait avec des nouveaux rapports de couple, ou des rapports de séduction, où en fait des gestes qui étaient acceptés avant ne sont plus acceptés aujourd'hui. Et ce qui fait en fait que, comme on est éduqué à séduire d'une certaine façon, comme aujourd'hui la société remet en question cette façon de s'éduquer, en fait entre hommes on discute de comment on pourrait faire pour pouvoir créer des relations saines. Et nous en fait ce qu'on fait, c'est que on appuie sur le fait que le consentement doit être clair, un oui et un oui ferme. Il n'y a pas de peut-être c'est pas un oui. Non, c'est pas un oui, évidemment. Oui. Une tête penchée, etc., c'est pas un oui. Un regard lancé, non. En fait, c'est clair. Il faut chercher le plus possible et clairement une communication claire avec un consentement qui est positif. Donc, c'est oui et c'est tout. Et un oui, c'est un oui et c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. Alors, on revient sur vos discussions sur le viol, la question de Yona. Donc, vous avez discuté de ça finalement aussi, le viol cette fois. Donc là, c'est vraiment la terminaison d'une situation insupportable. Oui, c'est ça. Qui ne devrait pas arriver, quoi qu'il arrive. Oui, mais le viol plutôt orienté. Côté masculin, pas le viol de la femme, c'est bien ça ? Alors, on parle des deux. Il y a aussi le viol justement masculin qui est un tabou et ce qui fait en fait qu'il y a certains hommes qui sont dans l'océan qui ont subi en fait ces viols-là. Donc déjà, ça nous permet de traiter cela et de traiter les traumatismes qui sont liés à cela et de traiter aussi plus largement le fait que les hommes subissent effectivement des agressions sexuelles, mais en fait ils ne sont pas conscients, ou ils pensent en fait que ce sont des choses qui, qu'une femme en fait leur a tapé les fesses. Bon voilà, c'est pas bien grave. En fait, si c'est grave, surtout si dans notre ressenti en fait on est gêné. Donc en fait, c'est la première chose, c'est de pouvoir reconnaître que on peut aussi subir des agressions sexuelles. Donc déjà il y a la problématique effectivement du viol masculin, et ensuite c'est la problématique du viol féminin, notamment dans le couple, parce qu'en fait beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte qu'ils ont effectivement violé leur compagne, ou alors qu'ils restent encore sur l'idée reçue que le viol conjugal n'existe pas, parce qu'en fait, il y a la femme finalement est forcée en fait d'avoir le rapport sexuel avec l'homme dans le couple. Oui, à partir du moment où tu es marié, voilà. Sauf tu acceptes l'idée qu'il faut que tu fasses l'amour à n'importe quel moment quand je veux. C'est plus le cas. Ça, c'est une idée reçue. Ça n'existe, d'ailleurs, ça n'a jamais existé finalement dans le droit français. Et il faut le combattre en fait, parce qu'effectivement, il faut s'assurer que même dans le couple, que sa femme est toujours consentante pour avoir un rapport sexuel. Ça c'est évident quand on en parle librement comme ça, mais c'est vrai que quand on se marie, on a toujours le côté où on dit on doit honorer sa femme, et c'est quelque chose qui revient. Donc en fait, on a perpétuellement cette phrase, ces idées-là où si on n'honore pas sa femme, on n'est pas un homme, mais si on est une femme qui n'est pas honorée, on est une femme délaissée. Donc en fait, jusqu'où est la limite aussi, parce qu'il ne faut pas le mentir, quand on est dans un couple, il y a forcément la question, alors ça dépend s'il y a de la religion ou pas au milieu, mais quand il y a mariage, il y a forcément aussi le don de vouloir forcément procréer normalement, de devoir donner vie, donc forcément lien intime. À un moment donné, eh bien, un mari et une femme, ils sont censés avoir cette relation intime-là. Donc en fait, à un moment donné, le côté honorer sa femme, elle rentre en jeu. Donc c'est toujours très délicat comme débat, parce qu'à un moment donné, je pense qu'un couple qui n'a pas cette relation-là est un couple qui n'est plus un couple. En fait, l'idée, c'est de réduire le rapport de force, en fait. En fait, il ne doit pas y avoir de rapport de force, a priori, quand même, dans un couple. C'est logique. Il doit y avoir un rapport à la super-sécurité, l'hyper-sécurité. D'amener du dialogue. L'homme doit garder sans doute sa place de personnage central. Je regardais un film, tu vois, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui, parce que je regardais un film ce week-end. Voilà, j'ai un peu de temps, quand même. Ah, tu fais ça. Ça arrive. Je ne fais pas que travailler, quand même. Non, mais je regardais une scène qui m'a frappé, parce que, bon, en plus, on préparait cette émission. C'est une scène qui est toute simple. C'est un couple qui est dans sa maison au premier étage et il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. Qu'est-ce que fait l'homme ? Il se lève, il dit il y a quelqu'un dans la maison, enferme-toi dans la chambre. Voilà, je pense que le rôle de l'homme, si on veut le ramener à un rapport de force réel, ben, ça peut être celui-ci déjà. C'est-à-dire oui, je te protège, je protège ma famille, etc. C'est très préhistorique ce que je raconte, parce que finalement,
vous savez que... Mais alors attention, il ne faut pas non plus tout déconstruire. Il y a certaines femmes qui recherchent ça aussi. Oui, aussi. Enfin, je veux dire, ce côté-là très protecteur. Et, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, Andrea, est très simple. 2 minutes, j'ai bien compris. C'est que nous, les hommes, on a gardé notre lobe préhistorique qui est là. Ce lobe préhistorique, il est classique, c'est comment je fais ce matin et aujourd'hui pour me reproduire. Alors tout ça est totalement inconscient, on est d'accord ? Ça explique certains phénomènes physiques. Comment je fais pour me reproduire voilà. Nous, c'est notre question incessante, elle est là. Et on est en compétition en permanence avec des hommes plus beaux, plus grands, plus forts, voilà, enfin peu importe. Qui va pouvoir manger ma place, quoi. On a encore cette hyper libido liée, je veux dire, à la performance, d'accord ? Et donc et pour se montrer aux femmes, on est obligé de montrer quelque chose. Et malheureusement, beaucoup d'hommes pensent que montrer la force, c'est une solution. Or, ça ne l'est pas du tout dans nos sociétés modernes. Enfin, je ne veux pas m'imposer comme moraliste, mais je veux dire, voilà, ce que vous faites, c'est très bien parce que ça permet d'expliquer des choses. Ça, c'est super. Je te relaisse la parole. Totalement. Et en fait, moi, ce que j'aimerais que tu puisses nous dire, c'est pour les hommes qui nous écoutent et qui se sentiraient en fait vraiment investis, comment on fait pour intégrer le cercle des hommes ? Alors du coup, il faut nous contacter sur l'Instagram Cercle des Hommes Martinique. Et à partir de là, on prend les coordonnées en fait, des hommes et on leur permet en fait, de participer à un premier cercle d'hommes en présentiel, puisqu'on en organise un par mois. Et ensuite, justement, si ça leur plaît, ils peuvent continuer justement à participer à nos cercles, à la fois mixtes et à la fois des hommes. Donc on remercie, si vous êtes d'accord, Ulrich Fleural, président de l'association Le Cercle des Hommes, espace de parole et de soutien masculin. On peut l'applaudir bien bien fort, une très belle initiative en Martinique. Et je conseille de prendre contact avec cette association. Vous étiez dans cette nouvelle année avec la bande AJM à l'arrobase au Casino Batelière Plaza. On peut s'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. C'est la fin de l'émission. Meilleurs vœux à tous. Un retour qui fait plaisir. Comment ? Un retour qui fait bien plaisir. Oui, on se retrouver tous autour de cette table. On avait hâte. Tout à fait. Meilleurs vœux aussi à notre public, ici et dans la radio, vous qui nous écoutez chaque vendredi soir. Vous les attendiez, ils sont de retour, nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, Orlan, Andrea Tufano, Yonan Amrit, Éléonore Théodose, Vanille Lemouliec, Jimmy Thomer, Éric Rouget, et maintenant le petit nouveau, Nicolas Aron, qui s'en est bien sorti ce soir, finalement. Et oui, j'ai même osé prendre la parole. Tu le présentes comme s'il avait 12 ans. Comme s'il avait quoi ? Comme s'il avait 12 ans en disant le petit nouveau. Non, on va le garder peut-être, on va voir, on va réfléchir, voilà. Donc je vous rappelle que tout ce petit monde était drivé par JM de la bande à JM, qu'on peut applaudir bien fort aussi. Merci beaucoup pour lui, il est super sympa en plus, franchement. Merci à nos fidèles partenaires, le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique, Joe Magazine, l'Arrobase, le restaurant de dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza. Merci à toute l'équipe de Maxime Martinique, présente ce soir ici pour assister à notre émission. Ils sont là, ils font du bruit. Sans eux, pas d'émission, bien sûr. Merci à toute la bande Alita, Philippe, Oldrig, à la production et à toute l'équipe commerciale de Caribe Avenue. Et oui, ils sont là encore, on peut les applaudir bien fort. Merci à eux. Et oui, donc un mardi sur deux, rappelez-vous, vous pouvez assister à l'émission devant une très belle assiette concoctée par le chef de l'Arrobase, chef belge, Alain Trénois. Et merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir, donc un mardi sur deux à l'Arrobase. Merci à eux, on les applaudit bien fort. Merci à Guy-Marc Vadleux qui est venu et qui a fait, je vous demande de l'applaudir vraiment encore très fort, qui nous a fait une super prestation. Il a été charmant, ce monsieur. Donc achetez son album, n'hésitez surtout pas. Et puis, merci à Yonan Amrit qui a reçu Ulrich Floral, donc à l'instant, le président de l'association Le Cercle des Hommes. Merci encore, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.